Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le Covid-19 n'a pas encore fini de malmener les économies du monde et l'Afrique n'est pas épargnée. Une récession économique, la première depuis 25 ans, est notamment annoncée pour cette année 2020. Mais sur le continent, on pense, ou plutôt on parle même déjà de l'après-Covid-19. Avec notre invité du jour, Mama Keïta, nous allons revenir sur l'impact du coronavirus sur les pays africains. Mama Keïta, qui est la directrice du bureau Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, nous parlera également des pistes de relance des économies du continent. Bonjour Mama Keïta. Bonjour M. Baldé. Voilà, merci d'accepter notre invitation. Alors, la première question, c'est un bilan. Aujourd'hui, quel est l'impact du Covid-19 sur les économies ou sur la dynamique de croissance africaine? Oui, comme nous le savons maintenant, M. Baldé, les économies africaines n'ont pas été épargnées par cette pandémie. Il y a une contraction économique de manière générale dans l'ensemble du continent et également dans la plupart des pays. La croissance économique, il est attendu une contraction d'environ un petit peu moins de 3%, ça veut dire moins 3% si on parle de contraction. Il n'y a pas de nouvelle création de richesse. La plupart des pays sont en récession. Quand on prend les pays par grands blocs géographiques, il n'y a que l'Afrique de l'Est pour laquelle je travaille précisément, qui aura un semblant de croissance et à moins de 1% en réalité. Donc, toutes les régions sont dans le rouge en matière de taux de croissance. Au-delà de cela se traduit évidemment par des pertes d'emplois. Les États font face à des baisses importantes de recettes publiques dans une situation, dans un contexte où les dépenses augmentent. En termes sectoriels, on sait que les secteurs les plus touchés sont les secteurs du tourisme et tous les secteurs satellites qui travaillent à côté, notamment la restauration. La logistique également fortement touchée, également les secteurs de transport et surtout du transport aérien qui sont touchés. Donc, tous ces secteurs-là, évidemment, connaissent des réductions d'emplois. L'économie informelle est également touchée du fait des restrictions, des confinements qui ont été mis en place dans la plupart des pays pour essayer de contenir l'épidémie. Face à cette situation également, on a des risques au niveau de la dette extérieure, n'est-ce pas? Dans un contexte où les recettes sont en baisse et les dépenses sont importantes et toutes prioritaires, il est clair que les pays font face à un rétrécissement de leur espace fiscal. Et donc, voilà, donc ils sont face à une des options qu'ils ont, c'est d'emprunter et donc d'accroître le niveau de la dette face à une situation où ils sont dans des difficultés à servir présentement le service de la dette actuellement. Donc voilà plus ou moins le tableau au niveau en matière économique. En matière sociale également, ceci vient avec donc les pertes d'emploi, un appauvrissement de la population et parfois des possibilités d'accroissement des inégalités, à la fois de court terme et de long terme. Vous savez qu'au niveau social, il y a désormais des inégalités en matière d'accès à la connaissance, en matière d'accès à l'éducation. Il y a certains enfants qui ont pu continuer leur cycle scolaire, tandis que d'autres n'ont pas pu le faire, étant donné qu'avec la fermeture des écoles, certains enfants ont pu bénéficier d'apprentissage à distance. Cela se fait il faut disposer d'ordinateurs, mais également d'énergie, de courant électrique pour pouvoir brancher ces ordinateurs et tout. Et donc, il y a ce niveau, voilà. Donc, globalement, ce sont l'impact est, on va dire, multisectoriel. Ça touche pratiquement tous les secteurs. Alors, vous le disiez tout à l'heure, globalement, le tableau est assez sombre. Mais peut-être qu'on a eu des pays qui ont réussi, malgré tout, à limiter l'impact négatif. Peut-être qu'on peut citer aujourd'hui comme des exemples de résilience. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces pays? Vous savez, c'est un peu difficile dans les chiffres, j'ai certains chiffres en tête que j'ai vus, mais que j'ai honnêtement du mal à expliquer. J'ai vu par exemple que le Soudan du Sud aura une croissance de 4,1% cette année en 2020, mais par contre, il aura une croissance négative l'année prochaine. D'autres pays de l'Afrique de l'Est vont avoir une croissance négative en 2020 et ils vont recommencer à croître dès l'année prochaine. Là, l'Égypte va avoir une croissance positive à 3,5% cette année en 2020, mais la croissance en 2021
sera plus faible, l'économie va ralentir. Donc je pense que les effets sont... la dynamique est différente d'un pays à l'autre. Mais sinon, de manière générale, comme je l'ai dit, l'Afrique de l'Est est celle, de manière générale, qui va connaître un semblant de croissance, un taux de croissance à 0,7%, ce qui n'est pas mal, étant donné que toutes les autres régions baissent à moins 2% ou plus. L'Afrique australe va jusqu'à moins 6%. Je pense que la résilience vient du fait que de la manière dont la pandémie a été gérée au tout début. Les pays qui, je pense, ont pris les mesures les plus rapides pour mettre en place un confinement, pour permettre à la maladie de ne pas être diffusée, ces pays-là ont pu plus vite mettre en place leur machine économique. Je pense que c'est de là que vient la résilience de manière générale, sans vouloir citer de pays en particulier. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui a été fait pour freiner l'expansion de la maladie. D'abord au plan sanitaire, au plan sécuritaire et tout ça. Et en plus de ça, après ça, les pays ont mis en place des plans de riposte, comme on dit en français, ou des stimulus package aussi, pour d'abord soutenir le secteur. Comment? Oui, pour soutenir le secteur. Amoindrir le choc à travers différents canaux. D'abord, au niveau de l'offre, les pays ont tout fait pour soutenir le secteur privé, pour qu'il puisse continuer à produire et pour qu'il ne disparaisse pas complètement, à travers différentes formes d'appui, des subventions directes, mais également des allègements de la fiscalité, de la taxation. Parfois, les paiements des taxes ont été différés à plus tard. Parfois, les taux de fiscalité ont été rabaissés. Au niveau financier également, on a favorisé certaines restructurations des dettes du secteur privé de manière à les rééchelonner pour permettre au secteur privé d'avoir de la liquidité. Parce que cette crise est également une crise de liquidité et pour le secteur privé et pour les États. Au niveau de la... Oui, ça va? D'accord. D'accord. Alors, juste on avance un peu parce qu'il y a pas mal de points importants à évoquer. Là, jusque-là, on parlait de l'impact. Alors, faisons maintenant un peu de prospection ou parlons des perspectives. Aujourd'hui ou après cette pandémie, à quel visage de l'Afrique il faudrait s'attendre après le Covid-19? Après le Covid-19, nous espérons tous que le Covid-19 nous enseigne des leçons d'abord de restructurer les économies et également la façon d'opérer, même économiquement, je veux dire, sur la scène internationale. Ceci rappelle le besoin de resserrer peut-être certains liens économiques entre les États africains. Parce qu'avec la crise de la Covid-19, on se rend compte que tout peut être fermé du jour au lendemain comme ça et on n'arrive plus à commercer avec le reste du monde. Et donc, il faut pouvoir commercer dans sa sous-région. Et je pense que là, tout le monde l'a compris. Et donc, il va falloir renforcer les chaînes de valeur régionales. Il va falloir vraiment créer là où il n'y en a pas et les renforcer et faire en sorte que les pays africains puissent s'approvisionner en termes d'input, d'intrants, et également de commercer, d'exporter au niveau de la sous-région, tant au niveau des biens alimentaires que de biens manufacturés, de biens de l'agroalimentaire, de biens dans le domaine de la construction qui est en plein boom en Afrique, dans le domaine du transport, dans le domaine des services, dans toutes ces choses-là. Et même dans le secteur du tourisme qui a été le plus touché par la crise, non seulement en Afrique, mais également hors de l'Afrique, il faut réinventer le tourisme, nous pensons. Il faut vraiment encourager le tourisme régional. Il y a de manière évidente une classe moyenne de plus en plus croissante en Afrique. Donc, il y a un certain revenu et il faut la sensibiliser aux produits africains d'une certaine façon. Produits du tourisme, mais également aux produits des autres secteurs. Au-delà de cela, et pour cela, j'aimerais donc venir sur la question de la ZLECAf. Vous savez que la ZLECAf devrait entrer en vigueur dans moins d'un mois désormais. On est tous très contents. Le 1er janvier 2021. Exactement. On est tous très contents de cette perspective. Sur le papier, donc à travers les études, elle présente un potentiel énorme à contribuer au PIB, à contribuer à la croissance, à la création d'emplois décents, à contribuer au changement de la structure des économies. Ça veut dire à booster les manufactures. Vous savez que les économies sont essentiellement agricoles, les exportations sont essentiellement des exportations de matières premières vers le reste du monde. Donc avec
l'avènement de la ZLECAf, nous pensons vraiment que si la confiance est installée, si le secteur privé est également informé, le secteur privé africain, mais également le secteur privé hors Afrique, ils sont bien informés des opportunités, ils sont bien convaincus de la volonté des États à faire les réformes qu'il faut pour mettre en place un environnement des affaires propice. Je pense que les investissements qu'il faut vont avoir lieu pour accroître la production locale. Il faut que l'Afrique produise plus localement, parvienne à un moment donné à réduire tout ce qu'elle importe et essaie d'en produire localement et de vendre dans cet grand espace africain qui comporte plus d'1 milliard d'habitants, cette population qui est appelée à doubler dans les prochaines décennies. Et donc voilà le visage de l'Afrique qui est souhaité en fait. Et nous espérons vraiment que cela se concrétiser. Alors je rappelle juste qu'au moment où nous tenons donc, cet entretien se tient la conférence économique africaine. Donc cette année, elle se tient par visioconférence qui est organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Banque africaine de développement. Alors cela me pousse à une question parce que le principal aujourd'hui défi sur le continent, c'est d'accéder à une croissance durable et inclusive. Selon vous, quelles sont les pistes pour se mettre sur cette voie de croissance inclusive? Parce qu'on parle de taux de croissance élevé, mais sur le plan social, comme vous le disiez tout à l'heure, cela ne se reflète pas sur le niveau de vie et la qualité de vie des populations. Comment parvenir à une croissance ou à un développement durable et inclusif en Afrique? La croissance inclusive, le développement durable inclusif, ça implique quoi? Ça implique que les populations participent à générer la croissance, la richesse, et également bénéficient de cette croissance-là. Donc, pour participer à la croissance, déjà, il faut travailler sur 2 pistes. Il faut que la croissance soit génératrice d'emplois. Et pour cela, il faut veiller à diversifier l'économie, de sorte que la croissance ne provienne pas seulement de quelques secteurs étroits qui ne sont pas intensifs en main-d'œuvre. Et donc, pour cela, l'Afrique doit vraiment mettre plus d'accent encore sur son agriculture, qui est génératrice d'emplois, mais il faut la moderniser. Et c'est la façon sûre. Et également, la moderniser et faire des liens avec les manufactures. Donc, il faut développer, à mon sens, les agro-industries, l'agroalimentaire, de sorte à créer des emplois, mais des emplois plus décents. Il faut également parvenir à rendre les tourismes résilients. Les touristes, par exemple, c'est un secteur qui emploie beaucoup les femmes. Quand on parle d'inclusion ou d'exclusion, les femmes viennent au premier plan, n'est-ce pas? Elles n'arrivent pas à avoir les mêmes opportunités que les hommes, malheureusement. Donc, je pense que c'est là, ça se joue au niveau des secteurs. Maintenant, pour que les populations, les mêmes populations, ça c'est contribuer à la création de la croissance. Il faut également développer, l'entrepreneuriat. Je pense qu'en Afrique, il y a un peu trop de formatage l'idée qu'il faut que l'emploi vienne nécessairement du secteur public ou alors qu'on soit employé dans les grandes entreprises privées. Mais je crois qu'il faut qu'on travaille sur le long terme de sorte à inculquer la notion, les concepts d'entrepreneuriat dès le bas âge, dès l'école primaire. Ça doit être dans les curricula. Ça peut permettre aux gens de créer leurs propres emplois, donc de contribuer à cette création de richesse et d'avoir une croissance inclusive. Il faut évidemment accroître la productivité et ça, le digital a un rôle important à jouer, je pense. Au niveau de comment bénéficier... Si je vois globalement, en fait, c'est un chantier multisectoriel qui englobe beaucoup de secteurs et beaucoup de stratégies, qui exige beaucoup de stratégies à concrétiser. Alors, on avance un peu pour peut-être mettre le zoom sur votre région, c'est l'Afrique de l'Est. Alors, je rappelle que l'Afrique de l'Est regroupe globalement certains pays de la région des Grands Lacs. Je fais notamment référence au Rwanda, à la Tanzanie. Donc, c'est une région quand même qui a un potentiel agricole assez intéressant. Mais globalement, comment évolue l'intégration économique dans cette région de l'Afrique? Oui, vraiment, vous avez en Afrique de l'Est ce qu'on appelle EAC, East African Community, je pense la communauté économique d'Afrique de l'Est, qui a
une CEA, une communauté économique régionale, qui vraiment s'illustre positivement dans le domaine de l'intégration régionale. C'est une CER qui marche très bien, dans laquelle le commerce intra-région, dans la région concernée, se passe plutôt bien. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport au taux d'échange interrégional? Oui, le commerce intra-régional dans cette région est proche je pense qu'il est autour de 18%, alors que la moyenne pour l'Afrique est entre 16 et 17%. C'est pour dire que cette région est au-dessus de la moyenne de l'Afrique. C'est la région pour laquelle le commerce intra-régional est le plus élevé. Et nous pensons qu'au-delà avec la ZLECAf qui arrive, cette région va pouvoir s'étendre au reste de l'Afrique. Cette région est entourée par d'autres grandes économies telles que l'Éthiopie. Vous imaginez que si la zone est ici, a accès à l'Éthiopie, également à la RDC, ça fait déjà de grands marchés. Ça, je reste carrément dans la région, mais si elle peut s'étendre maintenant au nord de l'Afrique et au sud de l'Afrique, ça va faire encore plus gros avec la ZLECAf. Et donc, ils ont des mécanismes assez bien rodés déjà en matière d'harmonisation des tarifs et tout ça. Donc, nous pensons qu'ils vont entrer assez facilement dans la zone plus large de l'Afrique. Mais sinon, l'intégration régionale est déjà assez bien. Ils ont des corridors pour ce commerce-là qui aident à relier les pays costauds, des pays de la côte, aux pays qui n'ont pas aux pays continentaux. Aux pays sans littoral. Voilà. Aux pays continentaux. D'accord. Une dernière question, Madame Mama Keïta. Très rapidement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'attractivité ou qu'est-ce qui est l'attractivité justement de votre sous-région? Qu'est-ce qui attire les investisseurs vers cette région? Je pense que c'est les importantes réformes qui ont été faites de manière très volontariste et pour lesquelles des communications ont été faites et pour lesquelles même les résultats sont visibles. Quand vous prenez les classements de Doing Business également, les classements sur la gouvernance, ils parlent d'eux-mêmes. Je pense que c'est ça. Un investisseur, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que mon argent est sécurisé? Et donc, il faut qu'il soit rassuré de ce point de vue. Je pense que la clé, c'est effectivement les réformes. Les pays doivent montrer que toute personne, et les natifs et les étrangers peuvent de manière sécuritaire venir placer leur argent là et l'argent sera sécurisé, il va fructifier et une partie pourra être utilisée à titre de rapatriement là d'où ça vient. La sécurisation donc, des investissements. La sécurisation. Exactement. Il faut des... Exactement. Je pense que ça, c'est la clé. Merci beaucoup. Merci à vous, Mama Keïta, d'avoir été en direct avec nous depuis Kigali, la capitale du Rwanda, le pays des 1000 collines. Je rappelle que vous êtes la directrice du bureau Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur le site de Médian TV, www.mediantv.com. Bonne suite de programme et très bonne journée sur Médian TV.